C'est également une transition vers un monde où il n'y a pas de règles, où le droit international est foulé aux pieds et où la seule loi qui semble véritablement compter est celle des plus forts, et les ambitions impériales refont surface. Dans ce contexte, je voudrais écarter deux approches. La première approche consisterait à, Je dirais d'accepter passivement la loi du plus fort, menant à la vassalisation et à la politique des blocs. Je pense qu'accepter ce genre d'approche néocoloniale n'a absolument aucun sens. Et tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les dirigeants d'entreprises qui se montreraient trop complaisants face à une telle approche, endosseront une immense responsabilité. Le second point serait d'adopter une posture purement morale. Nous limiter à un domaine restreint. Ce chemin nous condamnerait à la marginalisation et à l'impuissance. Face à la brutale décision du monde, la France et l'Europe doivent défendre un multilatéralisme efficace, car il sert nos intérêts et ceux de tous ceux qui refusent de se soumettre à la loi du plus fort. et pour moi, les deux réponses se trouvent toutes d'un seul côté. Davantage de souveraineté et une plus grande autonomie pour les peuples européens. D'un autre côté, un multilatéralisme efficace pour obtenir des résultats concrets par la coopération. Évidemment, la France et l'Europe sont profondément attachées à la souveraineté nationale et à l'indépendance, ainsi qu'aux Nations Unies et à sa charte fondatrice. Et ce n'est absolument pas une manière dépassée de concevoir le multilatéralisme. Il s'agit simplement de ne pas oublier totalement les leçons que nous avons tirées de la Seconde Guerre mondiale et de rester fermement engagés en faveur de la coopération internationale. Et c'est aussi en vertu de ces principes que nous avons décidé de participer à l'exercice militaire au Groenland sans menacer personne, mais simplement en soutenant un allié dans un autre pays européen, le Danemark. Nous sommes absolument convaincus que nous avons besoin de plus de croissance et de plus de stabilité dans ce monde, mais nous préférons, et de loin, le respect aux intimidateurs, nous préférons la science à la politisation et nous préférons l'état de droit à la brutalité. Vous êtes les bienvenus en Europe et vous êtes encore plus les bienvenus en France. Donc quand j'ai appelé Emmanuel Macron, je l'ai vu hier avec ses belles lunettes de soleil. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Mais je l'ai observé adopter une sorte d'attitude dure. Mais il était vendu à 10 $ la pilule. Et je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien, figurez-vous. C'est vraiment difficile à croire, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir que tu augmentes le prix de cette pilule. Jusqu'à 20 $, peut-être même 30 $. Réfléchissez un instant à cela. Ça signifie que c'est un doublement. Un doublement des médicaments sur ordonnance. Ça pourrait être un triplement, ça pourrait être un quadruplement. Ce n'est pas facile. Non, Donald, je ne ferai pas ça. J'ai dit, oui, vous le ferez à 100%. Il a dit, non, vous me demandez de doubler. J'ai dit, Emmanuel, vous profitez des États-Unis depuis 30 ans avec les médicaments sur ordonnance. Tu devrais vraiment le faire, tu vas le faire, ton chat, et tu le feras, je n'ai aucun doute. En fait, je suis absolument certain que tu vas le faire. Non, je ne le ferai pas. J'ai dit, voici l'histoire, Emmanuel, la réponse est, tu vas le faire et tu vas le faire vite. Et si vous ne le faites pas, j'imposerai un tarif de 25% sur tout ce que vous vendez aux États-Unis et un tarif de 100% sur vos vins et champagnes, ce qui est environ 10 fois plus que ce que je demande, et vous le ferez. Je ne veux pas le rendre public, mais vous pourriez m'y forcer. Non, Donald, je le ferai. Il m'a fallu, en moyenne, pendant 3 minutes, chaque pays disait la même chose. Vous allez le faire. Et tous ont répondu, non, je ne le ferai absolument pas. Vous me demandez de doubler le prix des médicaments sur ordonnance. J'ai dit, c'est exact, parce que vous nous arnaquez depuis 30 ans.
Et ils ont répondu, nous ne le ferons pas. J'ai dit, ce n'est pas grave. Le lundi matin, nous mettons en place un 25, un 30, un 50. J'ai donné des chiffres variés pour chaque pays. Nous devons rétablir la prospérité dans les démocraties. Je veux dire, ça n'a aucun sens d'avoir des tarifs douaniers et d'être divisé et même de menacer maintenant avec des tarifs supplémentaires. Nous pourrions l'utiliser, je veux dire, le plus fou, c'est que nous pourrions être mis dans une situation où nous devrions utiliser le mécanisme anti-coercition pour la toute première fois vis-à-vis des États-Unis s'ils imposent des tarifs supplémentaires. Pouvez-vous imaginer ça? C'est fou. Nous sommes en train de construire un dôme doré qui va, par sa nature même, qui va assurer la défense du Canada. Le Canada reçoit beaucoup de choses gratuitement de notre part. D'ailleurs, il devrait nous être reconnaissant aussi, mais ce n'est pas le cas. J'ai vu votre premier ministre hier, il ne semblait pas si reconnaissant. Mais c'est à nous qu'il devrait être reconnaissant. Canada. Le Canada ne doit son existence qu'aux États-Unis. Souviens-toi de cela, Mark, la prochaine fois que tu feras tes déclarations. L'île fait en réalité partie de l'Amérique du Nord, à la frontière septentrionale de l'hémisphère occidental. C'est précisément notre territoire, notre domaine. C'est donc un intérêt fondamental de sécurité nationale pour les États-Unis d'Amérique. Et en fait, cela a été notre politique pendant des centaines d'années, d'empêcher les menaces extérieures de pénétrer dans notre hémisphère. Et nous y sommes parvenus avec un très grand succès. Nous n'avons jamais été plus forts que nous le sommes aujourd'hui. C'est pourquoi les présidents américains ont cherché à acquérir le Groenland pendant près de 2 siècles. Vous savez, depuis 200 ans, ils ont tenté de le faire. Ils auraient dû le garder après la Seconde Guerre mondiale, mais ils avaient un autre président. Ce n'est pas grave, les gens ont des opinions différentes. Il reste cependant bien plus nécessaire aujourd'hui que cela ne l'était véritablement à cette époque. En 2019, le gouvernement danois a officiellement déclaré qu'il allait investir plus de 200 millions de dollars américains dans le but de consolider et de renforcer les capacités de défense du Groenland. Mais comme vous le savez, ils ont dépensé moins d'1% de ce montant, 1%. Il n'y a aucune trace du Danemark là-bas. Et je dis cela avec un très grand respect pour le Danemark, dont j'aime le peuple, dont les dirigeants sont vraiment très bons. Il n'y a que les États-Unis qui puissent protéger cette immense masse terrestre, cette gigantesque étendue de glace, la développer, l'aménager et l'améliorer et faire en sorte qu'elle soit bénéfique pour l'Europe, qu'elle assure sa sécurité et qu'elle soit également bonne pour nous. C'est la raison pour laquelle je demande des négociations immédiates afin de discuter à nouveau de l'acquisition du Groenland par les États-Unis. La conséquence directe de votre détermination à vouloir prendre le contrôle du Groenland est la dissolution pure et simple de l'alliance de l'OTAN. Est-ce un prix que vous êtes réellement prêt à payer? Tu veux dire la rupture C'est une question vraiment très intéressante. Alors, je crois que quelque chose de significatif va se produire qui sera très bénéfique pour tout le monde. Personne ne fait plus pour l'OTAN que moi, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, et ce, de toutes les manières possibles. Les faire monter à 5% du PIB, c'était quelque chose que personne ne pensait vraiment possible et qu'ils paient. À 2%, ils ne contribuaient pas. À 5%, ils paient enfin. Et ils nous achètent beaucoup de choses et ils les donnent, je suppose, à l'Ukraine. C'est à eux de voir, mais ils les donnent à qui ils les donnent, mais ils achètent beaucoup. Je crois que nous allons trouver un arrangement où l'OTAN sera très satisfaite et où nous serons également très satisfaits. Mais nous en avons absolument besoin pour des raisons de sécurité. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale et même pour la sécurité mondiale. C'est extrêmement important. Que diriez-vous si nous... Merci beaucoup. Tout d'abord, l'année dernière, vous m'avez dit que vous pensiez que la raison pour laquelle vous aviez remporté l'élection était que Dieu vous avait placé à cette position afin que vous puissiez sauver le monde. En regardant 1 an en arrière, pensez-vous que Dieu est fier des efforts que vous avez déployés? En fait, oui, je le pense. Je crois que Dieu est très fier du travail que j'ai accompli. Et cela inclut également la religion. Vous savez, nous protégeons beaucoup de gens qui sont tués. Les chrétiens, les juifs et de nombreuses autres personnes sont protégés par moi, ce qui ne serait pas le cas avec un autre type de président. Non, je pense que beaucoup de gens sont très fiers de notre travail accompli. Nous avons eu une année incroyable. Cela a été l'une des meilleures années. Même des gens qui ne m'apprécieraient pas d'instinct disent que c'était une année incroyable. Nous avons eu une année incroyable sur le plan économique. Regardez notre frontière. Notre frontière était une catastrophe.
Des gens affluaient, mais c'était une véritable invasion de notre pays par beaucoup de très mauvaises personnes. Il y avait aussi de bonnes personnes, bien sûr, mais surtout beaucoup de très mauvaises personnes, issues des prisons, des trafiquants de drogue, des membres de gangs et des individus horribles, des assassins. Des milliers et des milliers de meurtriers autorisés à entrer dans notre pays. Et nous avons maintenant la frontière la plus solide de tous les pays. Il n'y a probablement pas un pays, je suppose que la Corée du Nord a une frontière assez solide, au fait, mais il n'y a pas un pays au monde qui ait une frontière comme la nôtre. Et nous sommes partis de la pire des frontières. Nous avions la pire frontière du monde. Maintenant, nous avons l'une des frontières les plus solides.